Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Ecal. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir, ancien magistrat à la Cour des comptes, fondateur de FIPECO et un des meilleurs experts, en tout cas incontournable des finances publiques. Je voulais vous faire réagir sur François Bayrou qui propose l'idée d'une prime pour les salariés seniors qui peuvent partir à la retraite à taux plein et qui décident de rester au travail. Il y voit, le Premier ministre, une mesure d'encouragement à l'activité, même une source d'économie, puisqu'on ne verse pas la retraite. Ce serait vraiment des économies qui sont faites pour le système de retraite? Alors d'abord, c'est un peu étrange qu'il fasse cette proposition quasiment à la fin du conclave. Oui, sur les retraites qui a lieu ce soir. Voilà, qui est normalement a lieu ce soir. D'autant que c'est une proposition qui mériterait d'être expertisée, parce que on peut voir ça comme une sorte de variante des dispositifs, soit de cumul emploi-retraite, soit de pré-retraite progressive. Bon, ça va d'abord quand même avoir un coût pour les finances publiques en première analyse, parce qu'il va y avoir des effets d'aubaine, au sens où il y a des gens qui de toute façon auraient continué à travailler et donc ils vont bénéficier de cet avantage. Alors c'est vrai que ça en incitera d'autres, probablement, à partir à la retraite un peu plus longtemps, à travailler un peu plus, et donc ça, en effet, c'est plutôt bon pour les finances publiques. Mais l'un dans l'autre, je ne sais pas si c'est le coût qui va l'emporter sur le gain ou l'inverse. C'est pour ça que c'est un peu curieux qu'il fasse cette proposition comme ça, parce que ça nécessite une expertise un petit peu plus poussée. Donc les partenaires sociaux qui doivent a priori parvenir, on ne le sait pas ou pas, à un accord d'ici ce soir pour rendre plus juste la réforme des retraites de 2023. A priori, il n'y aura pas de retour en arrière sur l'âge légal de départ à 64 ans. Pour nos finances publiques, de ce point de vue-là, c'est comme ce qu'il y a de mieux? Oui, moi j'ai toujours dit que le recul de l'âge effectif moyen de départ à la retraite est un des meilleurs moyens de réduire le déficit public, parce que non seulement vous faites des économies sur les dépenses de retraite, mais en fait ça va beaucoup plus loin. Quand on recule l'âge de départ, on augmente la population active, et quand on augmente la population active, on augmente toujours à plus ou moins long terme l'emploi et l'activité économique. Donc en fait ça fait des recettes non seulement pour les régimes des retraites, mais en fait beaucoup plus pour l'ensemble des administrations publiques, aussi pour l'État, pour les collectivités locales. Et donc c'est un très très bon moyen de réduire le déficit. Après, pour arriver à ce résultat qui est le recul de l'âge effectif de départ. Aujourd'hui, l'âge effectif, il est à 63 ans déjà. Il est à peu près à 63, et puis il va continuer à monter, mais pour arriver à le reculer encore, je dirais, en fait, la réforme de 2023, elle ne conduit à le reculer que d'à peu près 8 mois. Parce que quand vous reculez de 2 ans l'âge minimal de départ, il y a des tas de gens qui ne sont pas concernés, parce que de toute façon, ils seraient partis beaucoup plus tard. Donc l'âge effectif, il devrait être reculé de 8 mois. Pour y arriver, on joue essentiellement sur l'âge minimal, passage de 62 à 64. Il y a d'autres façons de faire. On peut jouer sur la durée de cotisation pour avoir le taux plein en particulier. Donc moi, si le conclave se termine par exemple, on arrête à 63 ans, mais en contrepartie, on augmente la durée de cotisation pour avoir le taux plein avec le même effet sur l'âge effectif de sortie, pourquoi pas? C'est pas les mêmes qui seront touchés, mais je dirais c'est plus un sujet politique, ça. Donc c'est là où j'étais intéressé par le conclave. Je me dis, bon, on peut peut-être arriver au même résultat avec d'autres moyens. Ça devrait aboutir sur quoi, ce soir? Je ne sais pas sur quoi ça va aboutir, là. Je ne suis pas dans le secret du conclave, et je ne sais pas quelle fumée blanche va sortir, s'il y a une fumée blanche. S'il y a une fumée blanche. La CFDT qui a confirmé dimanche qu'elle poussait une proposition, l'augmentation du taux de CSG pour les retraités qui ont les plus hauts revenus. Pourquoi pas? Pourquoi? Oui, non? Pour ou contre? Bon, c'est possible, oui. Après, on a un problème, je dirais, beaucoup plus général que celui des retraites, qui est un problème de finances publiques. On a besoin de faire un effort considérable pour simplement reprendre le contrôle de la dette publique, qui est de l'ordre de 120 milliards d'euros. La dette publique française est, oui ou non, hors de contrôle? Je pense qu'elle devient hors de contrôle, parce que l'effort est tellement important qu'on n'arrivera pas à le faire. Et pour quand même réussir à le faire, il va falloir se résigner à augmenter les prélèvements obligatoires. Je pense qu'il ne faut pas trop augmenter les prélèvements sur les entreprises parce qu'ils ont des problèmes de compétitivité, ça ne va pas améliorer ces problèmes de compétitivité. Donc sur les ménages, oui, on va probablement devoir se résigner, je pense, à augmenter des prélèvements sur les ménages. Alors la CSG sur les retraités, pourquoi pas, en effet. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre et ça rapporterait combien?
Bon, ça dépend ce que vous voulez, comment vous faites. Hein. Il y a des tas de formules possibles. Si vous ne jouez que sur les retraités, ça va pas. Enfin, augmenter d'1 point le taux de CSG, c'est 12, 13 milliards de mémoire. Mais 1 point sur l'ensemble des revenus. Si vous ne le faites que sur les retraités, ça doit être 2-3 milliards. Et voilà. Encore, pas tous les retraités. Et pas tous les retraités, voilà. Mais voilà, donc on va être obligé de toute façon à prendre ce genre de mesures. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de commencer par réduire les dépenses publiques avant de penser à augmenter les prélèvements obligatoires. François Bayrou doit rendre ses arbitrages, on le sait, on attend d'ici au 14 juillet pour faire donc ce gros plan d'économie, en tout cas d'effort au global de 40 milliards d'euros pour 2026. Le problème, c'est que les voyants économiques de nos finances publiques sont clignent au rouge avec, il faut dire ce qu'il y a, une croissance qui a été encore revue à la baisse par la Banque de France, des rentrées fiscales dont on dit qu'elles sont un peu à la peine sur la TVA, sur l'impôt sur le revenu, la flambée du pétrole. Le contexte, l'environnement n'est pas bon. Le contexte n'est pas bon parce qu'en effet, la croissance risque d'être plus faible que celle qui est prévue par le gouvernement, notamment à cause de toutes ces incertitudes internationales. Donc l'inflation risque aussi d'être plus faible, ce qui fait moins de rentrées de TVA, en effet. Alors, pour le moment, c'est difficile de le savoir au vu des rentrées fiscales sur les 4-5 premiers mois, parce que c'est toujours très difficile à interpréter. Mais en effet, il y a un risque. Et donc, il y a un risque pour que l'objectif de déficit du gouvernement pour cette année 5,4% ne soit pas tenu. Avec des recettes qui rentrent plus difficilement. Avec des recettes qui... ça, c'est pas la bonne nouvelle. Mécaniquement, mais l'inflation, on dit toujours que l'inflation, c'est bon pour les finances publiques, mais la désinflation, enfin en tout cas à court terme, mais la désinflation à court terme, c'est pas bon parce que ça fait... Enfin, si les prix augmentent moins, la TVA augmente moins. Exactement. Le ralentissement de l'inflation, on est à 0,7% en glissement annuel en France. D'un côté, ça aide les comptes publics, de l'autre côté, ça n'aide pas. Oui. Effet positif. Dans un premier temps, sur les dépenses, voilà. Ça aide. Sur les recettes, ça aide, mais avec un décalage. C'est-à-dire qu'en effet, ça va faire que l'année prochaine, typiquement, les dépenses de retraite seront indexées sur une inflation moins forte. Donc ça va aider en 2026, mais ça n'aide pas en 2025. En 2025, on a surtout un effet sur les recettes fiscales. Donc au final, la TVA. Le ralentissement de l'inflation est bonne ou mauvaise pour les comptes publics? À court terme, une inflation plus forte, c'est plutôt bien, et une inflation moins forte, c'est plutôt mal. Mais à moyen long terme, c'est assez neutre en réalité. Bon. Pas mal de pistes qui ont fuité sur ce grand plan, notamment ces 14 milliards d'euros d'efforts de la part de l'État, avec un budget qui serait gelé en dehors de la défense, la réduction des effectifs par le non-remplacement des départs à la retraite, le gel du point d'indice en 2026, un possible allongement du délai de carence en cas d'arrêt maladie. Si on arrive à tout ça, c'est pas rien, c'est 14 milliards d'euros. Ça serait pas rien quand même, hein? Alors après, ce sont des calculs, 14 milliards d'euros, j'en sais rien, parce que si vous ne savez pas, c'est voilà. Non, parce que ces annonces sont quand même assez floues encore. Hein. On ne sait pas vraiment derrière ce qu'il y a exactement. Donc ça reste, c'est comme le 40 milliards d'euros que le gouvernement annonce pour l'année prochaine. Personne ne va pas avec ce chiffre. C'est assez mystérieux. Le mode de calcul de ce chiffre est assez mystérieux. Il y a un chiffre qui est beaucoup plus consensuel, qu'on trouve dans les documents budgétaires, qui est celui que donne le Haut Conseil des finances publiques, la Commission européenne. Il est plutôt de 25 milliards. C'est pas 40, c'est 25. Ah, sur 2026 ? Sur 2026. Alors c'est vrai qu'à ces 25 milliards, il faut tenir compte aussi du fait qu'il va y avoir 8 milliards de moins, normalement, de majoration d'impôts sur les sociétés. Qui ont eu lieu en 2025. Et qui, en théorie, ne seront pas reconduits en 2026. Donc c'est plutôt 33 milliards qu'il faut, qu'on cherche. Après, c'est déjà énorme. Ouais. Et cette possibilité d'une année blanche pour les dotations de l'État versées aux collectivités locales, ça serait 8 milliards d'euros d'économie. C'est là encore, on ne sait pas bien, ça dépend de la manière dont prend forme cette année blanche. L'année blanche, au sens, je dirais, au sens strict, ça porte sur les dépenses indexées. Les dépenses indexées, il n'y en a pas tant que ça, c'est surtout des prestations sociales, et notamment les retraites. Voilà. Les retraites, allocations familiales, allocations chômage, APL, RSA. Ça, si vous désindexez, si l'inflation est de 1%, hypothèse d'école, et que vous n'indexez pas, vous gagnez là 4-5 milliards. Non, seulement 4-5 c'est 4-5 milliards. Non, 1%, avec une inflation de 1%. Sur les retraites,
Si on gèle toutes les dépenses sociales? Sur les retraites de base, c'est 3 milliards. Ah oui, déjà, 3 milliards. Si vous rajoutez les allocations familiales, logements, etc., vous arrivez entre 4 et 5 milliards. Pas plus, hein. Pour une inflation de 1%. Voilà. Donc après... Donc c'est ou c'est pas une bonne piste d'économie, l'année blanche? Ah mais c'est une... alors, c'est une bonne piste d'économie. Parce qu'après, vous pouvez en effet faire des tas d'autres choses. Vous pouvez geler les dotations de l'État aux collectivités locales. Mais alors, typiquement, si vous gelez non seulement les dotations, mais aussi les ressources que l'État apporte aux collectivités locales, quel va être l'effet réel sur les dépenses des collectivités locales? C'est ça qui compte. Parce que les collectivités locales, vous allez geler leurs ressources, elles peuvent très bien s'endetter. Hein. Elles peuvent s'endetter. Elles peuvent augmenter la taxe foncière aussi. Donc, elles vont, si vous regelez leurs ressources, je ne sais pas, de 5 milliards, enfin, en fait, pour l'État, si l'État fait une économie de 5 milliards, rien ne dit que les collectivités locales feront de leur côté une économie de 5 milliards. Donc, ça suppose des tas de calculs, c'est pas si évident. Vous voyez, donc, après, je pense quand même que l'année blanche, ça permet quand même de faire beaucoup d'économies. Et l'avantage de l'année blanche, c'est de montrer que, je dirais, beaucoup de gens sont concernés. Pas forcément tout le monde d'ailleurs, mais beaucoup. Qu'on ne vise pas spécialement les retraités, les chauffeurs de taxi, voilà, que les agriculteurs, qu'il y a grande partie de la population qui est concernée. C'est l'intérêt. Après, je pense que si Bayrou propose ça, il va avoir des tas de critiques sur le thème. Oui, mais on en demande trop à certains, pas assez à d'autres. Ouais. Voilà. En tout cas, cette option d'une année blanche, elle n'est repoussée que par la moitié des Français quand on les interroge. Oui, je ne suis pas sûr qu'ils aient totalement compris de quoi il s'agit, parce qu'en effet, et ils ont raison, parce que c'est assez... Parce qu'on aurait pu imaginer qu'elle soit massivement rejetée, puisqu'elle touche tout le monde. Mais oui, mais après, oui, je pense que ça a cet intérêt quand même de dire tout le monde va être plus ou moins concerné. 78% des Français d'ailleurs, sondage Elab, estiment que le Premier ministre a peu, voire aucune chance de faire voter un budget de 40 milliards d'euros d'économie. C'est vrai que s'il propose autant d'économies, il sera censuré. Hein. Il sera censuré. Après, je dirais, son seul espoir, c'est que ceux qui pourraient appuyer sur le bouton censure n'appuient pas sur le bouton censure parce qu'ils ne se sentent pas prêts pour aller engager une campagne législative. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la politique, pour le coup, si la France n'a pas de budget en 2026 ? Enfin, pour 2026. Ah ben, on a fait l'expérience là en 2025, hein, avec, on utilise la disposition de la Constitution qui permet de voter une loi spéciale budgétaire. Donc on recommence le scénario de fin 2024, début 2025. Le Parlement autorise le gouvernement à continuer à lever l'impôt, mais sans modification. Donc, ça veut dire par exemple qu'on gèle le barème, on ne revalorise pas le barème de l'impôt sur le revenu et autorise le gouvernement pour ce qui est de l'État, à engager des crédits à hauteur du minimum nécessaire pour assurer des services publics essentiels. Donc ça veut dire qu'il y a certaines, par exemple typiquement, on parle de MaPrimeRénov', ce genre de subventions qui ne relèvent pas des services publics essentiels, c'est gelé. En revanche, les prestations sociales continuent à être payées. Est-ce que ce serait un drame? On a vu pour l'instant, la France en est toujours à quoi? 3,4% sur le 10 ans, à 10 ans. On peut continuer comme ça, finalement. Ça n'a pas été la catastrophe attendue, au final. Non, mais contrairement à mon ancienne maison, la Cour des comptes, qui dit on est au pied du mur, je dis, moi, il y a un mur devant nous, mais on ne sait pas à quelle distance il est. Le mur... Mais il y a un mur devant nous. Il y a un mur, c'est-à-dire un jour, les marchés se diront, il y a un problème, on risque de ne pas être remboursé, et surtout, ils se diront, parce qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle, finalement, ils ne sont pas très inquiets, c'est parce qu'ils pensent que la BCE sera toujours là, que la France est too big to fail, une faillite, un défaut de paiement de la France serait un tel cataclysme que c'est quasiment... Mais c'est vrai qu'a priori, la BCE sera là pour sauver la France. Et donc la BCE sera là. Après, si la France fait vraiment n'importe quoi à une dette publique qui dérape complètement, avec des mesures qui sont complètement absurdes du point de vue des finances publiques, typiquement sur l'âge de départ à la retraite, au lieu de le relever, on ramène à 60 ans. Voilà. La BCE, parce qu'il faut bien savoir que son intervention, elle n'est pas automatique. Ouais. Donc la BCE n'interviendra peut-être pas. Et si les marchés se disent « Ah ben la BCE ne peut pas intervenir pour aider un pays », elle ne veut pas. Elle ne voudra pas intervenir pour aider un pays. C'est la fin de l'euro. Dans ce cas, c'est la fin de l'euro. Il y aura un dilemme pour la BCE. C'est soit la fin de l'euro si la France fait défaut, mais d'un autre côté, si la France fait n'importe quoi, il y a un scénario qui peut être, il y a des pays du nord de l'Europe qui sortent de l'euro en disant « On en a marre de payer pour les retraites des Français ».
Le mur est devant, mais on ne sait pas à quelle distance il est. Je sais pas, voilà. Il donc est peut-être devant dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, on prend un risque en continuant comme ça. Parce que le problème, c'est que plus on attend pour corriger, plus ça sera dur. Plus on attend, plus la dette publique sera élevée, elle va continuer à monter, et plus elle est élevée, plus il faut dégager un excédent primaire, c'est-à-dire un excédent hors charge d'intérêt, pour arriver simplement à arrêter sa hausse. Et aujourd'hui, on ne dégage pas un excédent primaire, on a un déficit primaire de quasiment 4 points de PIB. 120 milliards, d'où les 120 milliards d'euros nécessaires pour simplement stabiliser la dette. On parle juste de stabiliser l'endettement. Même pas la ramener à 100% et encore moins. On va réussir à horizon 2029 et on finit là-dessus. On va réussir, ou est-ce que la France a besoin d'être totalement au pied du mur, ou est-ce que on nous le forcera parce que le FMI et d'autres institutions viendront sauver la France avec la BCE? Je pense qu'on n'y arrivera pas dans le contexte politique, social, français. On n'arrivera pas à redresser les comptes. On n'arrivera pas à redresser les comptes. Les élections, si elles ont lieu normalement en 2027, n'y changeront pas grand-chose. Donc la France ne réussira pas à redresser ses comptes publics. Sauf sous une pression extérieure, en effet, une crise, et donc intervention. On a un FMI européen, c'est pas le FMI d'ailleurs, ça s'appelle le mécanisme européen de stabilité. On a créé un espèce de... Ça dépend de la BCE. Voilà. Mais c'est pas inédit. C'est-à-dire que la plupart des pays qui ont fait ce genre d'effort l'ont fait sous la contrainte. Et c'était violent. On parle souvent de la Suède, par exemple. Moi, je donne souvent l'exemple de la Suède, qui a réussi à réduire de 10 points de PIB ses dépenses publiques en une dizaine d'années. Elle a fait ça dans les années 2010, ça s'est fait dans le dialogue, à la suédoise, dans le consensus, mais au début, ça a été fait parce que la Suède a connu une crise financière extrêmement grave au début des années 90. Ils ne l'ont pas fait spontanément, ils l'ont fait pour sortir de cette crise. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec François Ecal, le fondateur de FIPECO, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci.